vois des commentaires par rapport à ce qu'on dit, il y a 30 secondes à 1 minute, un petit décalage avec les participants. D'accord. On attend un petit peu que les gens se connectent et puis je partage la vidéo. J'avais peur que la conférence de notre Premier ministre saute en même temps. Ah non, ça va. Ouais, ça c'est. Alors par contre, nous, je crois qu'il y a des conférences. Alors, c'est pas l'ordre, mais je crois qu'il y a un syndicat qui à 19h fait une conférence pour donner des informations, donc il faudra pas trop qu'on inquiète. Ouais. Bon, normalement, on devrait finir avant. Voilà, je viens de partager. Donc, du coup, on va y aller. Donc, bonsoir à tous. Pour ce qui sera pour For Food Solutions l'avant-dernier live du confinement, donc avant celui de vendredi qui sera sur les sports de force avec Alexandre Douvma, parce que comme tous nos confrères, on commence un petit peu à penser à la reprise là, donc on va se laisser un peu de récupération. Là, ce soir, pour compléter le live qui avait été fait par Dr Raphaël Guilin sur l'arrière-pied, on va parler de l'avant-pied. Je sais que c'est un thème qui avait déjà été traité par d'autres collègues, notamment PodoChat. Mais là, on aura encore un autre point de vue. Et puis, ça a l'air d'être le thème de l'année, puisque c'est aussi le thème des entretiens de podologie de la FNP, donc, qui se dérouleront en octobre. Et donc, d'ailleurs, avec For Food Solutions, Olivier et moi, on sera présents pour animer chacun une petite intervention. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Yves Collard, donc, qui est chirurgien orthopédique, spécialiste de l'avant-pied, et ancien président de l'Association française de chirurgie du pied. Et donc Jean-Yves qui interviendra aussi dans la gazette scientifique de vulgarisation dont on a commencé à parler un petit peu. Voilà, Jean-Yves, je te donne la parole. Alors, bonsoir à tous. Je vois quelques noms connus qui s'affichent dans la barre de droite, et je salue tous. Donc, ce soir, on va parler d'avant-pied. D'abord, je vais vous présenter quelques diapositives. C'est un petit PowerPoint que j'avais fait pour une réunion avec les podologues de l'Isère au mois de décembre. Et c'est pour essayer de faire le tour un peu des pathologies classiques de l'avant-pied qui nous intéressent tous. Voilà. Alors, tu peux passer le... Ouais. D'ailleurs, je vais mettre le voilà. PowerPoint en grand. Mais si tu veux rester comme ça, moi j'ai un autre écran, hein, donc ça ne me dérange pas en fait. Voilà, c'est parfait. Ouais. Normalement, là, tout est en grand. Voilà. Donc, on va parler du premier rayon, c'est-à-dire essentiellement du gros orteil, avec la pathologie phare qui est la lux valgus, mais également les pathologies un peu moins fréquentes, comme l'arthrose du gros orteil, la lux rigidus ou limitus, et les pathologies sésamoïdiennes qui nous posent beaucoup de problèmes. Et puis nous évoquerons après les métatarsalgies, alors on va dire latérales, autres que le premier rayon, et on parlera de la grande étiologie des tissus mous et du tissu nerveux, c'est la maladie de Morton. Et enfin, on passera en revue le syndrome du deuxième rayon, qui à mon avis est fondamental, la maladie de Freiberg, l'ostéonécrose de la tête du deuxième rayon, la fracture de fatigue, et souvent également du deuxième métatartien, et puis la bunionnette. Alors, diapo suivante. Voilà. Voilà. Alors, la lux valgus, bon, vous connaissez bien, évidemment, c'est la pathologie phare, c'est la plus fréquente, c'est celle qui pose peut-être le plus de problèmes. On n'a pas inventé grand-chose depuis des lustres. C'est
par contre, l'étiologie qui est en pleine évolution. Voilà. Alors vous allez me dire, mais quelle est l'étiologie de la lux valgus? Bon, alors d'abord, je m'adresse aux femmes et je leur rappelle devant les hommes qu'elles ne sont pas responsables de leur hallux valgus en mettant des chaussures très élégantes. Elles n'en sont que les victimes, car ce ne sont pas les chaussures qui créent l'hallux valgus, bien évidemment, contrairement à tout ce que l'on peut encore entendre et lire de vieux phallocrates qui se défoulent sur ces étiologies absolument stupides. Évidemment, l'hallux valgus, si on le montre de plus en plus, l'hallux est une pathologie congénitale, c'est-à-dire que c'est une anomalie de la tête du premier métatarsien. Alors, par exemple, là, sur cette radiographie d'un avant-pied gauche de face, on devine, on comprend que cette tête métatarsienne n'est pas normale. On devine, là j'ai pas de marqueur, mais si vous regardez la surface articulaire de la tête du premier métatarsien, vous apercevez qu'elle est complètement basculée en latérale. Eh bien, c'est ça la maladie d'hallux valgus. C'est une malformation de la tête, de tout le massif épiphysaire du premier métatarsien. La tête bascule sur le côté. Et par conséquent, l'articulation est très bonne, c'est parfaitement mobile, c'est parfaitement indolore. En revanche, cette malformation crée une bosse médiale. Voilà. Et tout le raisonnement intéressant, c'est de savoir comment réparer cette anomalie. Eh bien, à l'évidence, c'est en comprenant cette malformation qui est même tridimensionnelle, c'est-à-dire que la tête bascule sur le côté, mais surtout, elle s'enroule sur l'axe du méta en pronation. Voilà. Donc, c'est vraiment une pronation et une bascule latérale. Et donc, par conséquent, le traitement, ce n'est pas l'arthrodèse du gros orteil, bien évidemment, sauf chez les gens âgés, sauf pathologie particulière. Ce n'est pas non plus ce que l'on fait tous depuis 50 ans, une simple ossotomie de translation, car si vous faites une translation latérale de la tête, vous translatez une déformation. Mais bien sûr, vous limitez la grosseur et le volume du gros orteil, et par conséquent, vous croyez que vous avez corrigé. Vous ne le corrigez pas. Deuxièmement, quand on découpe l'os, enfin la tête du métatarsien, on l'accourcit toujours un peu. Donc le fait de translater et d'accourcir, eh bien ça donne un petit peu l'impression qu'on corrige, mais ce n'est pas une correction. Si on veut vraiment corriger un hallux valgus, il faut découper la tête métatarsienne et corriger surtout la bascule latérale et la pronation dans une ostomie de supination, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever plus d'os sur le bord médial, interne du pied, que sur le bord latéral, pour faire tourner et déroter la tête. Voilà. Donc s'il y a vraiment un truc à retenir et qui agite tous les esprits à l'heure actuelle, il y a beaucoup de publications internationales qui en parlent. L'hallux valgus est congénital quasiment tout le temps, et c'est une anomalie de bascule latérale et de pronation. Alors juste peut-être, Jean-Yves, pour être Oui. sûr qu'on est clair avec tout le monde, quand tu parles de médial et de latéral, ton axe de référence, c'est le corps ou le pied? C'est les deux. D'accord. Alors, c'est le corps. Là, quand on dit latéral, c'est externe. Voilà, ok, ça marche. La translation latérale, c'est-à-dire qu'on va de M1 à M5. Ok, ça marche. Voilà. Comme ça, le point est clair. Mais c'est pas clair en anatomie sur le pied, parce que normalement, comme tu viens de le rappeler, on doit raisonner soit sur le corps, soit sur le deuxième rayon. Voilà. Et sur le pied, on devrait raisonner en théorie par rapport au deuxième rayon. Et donc, un hallux valgus devrait s'appeler l'hallux varus. Oui, logiquement. Voilà. Mais ce n'est pas le cas parce que c'est tellement fréquent que maintenant, dans la publication internationale, les gens disent, bon, on reste sur la dénomination ancienne d'hallux valgus. Voilà. Ok. Donc vraiment, l'hallux valgus est une pathologie congénitale archétypique, bien sûr, chez quelqu'un de jeune, mais chez la personne âgée, c'est un ancien hallux valgus congénital.
Voilà. Et si dans les publications internationales, il y a un taux d'échec absolument catastrophique qui est de l'ordre de 30%, dans des publications un peu anciennes, pas bien sûr la première année, mais à 5 ou 10 ans, c'est parce que justement, jusqu'à maintenant, on ne corrigeait pas vraiment le vice architectural de la tête de M1. Voilà. Et donc, avant de passer à la diapo suivante, un hallux valgus, par définition, et je parle de l'articulation, est indolore et mobile. Voilà. Alors, à l'inverse de l'hallux rigidus ou de l'arthrose du gros orteil ou hallux limitus, là, il ne s'agit pas d'une maladie congénitale de dystrophie de la tête du premier métatarsien, il s'agit au contraire d'un grand métatarsien tout droit, trop long, et qui, on pense, dû à des conséquences micro-traumatiques, s'use beaucoup trop tôt, car on peut développer un hallux rigidus à la vingtaine. Alors, vous avez la petite image, c'est un scanner en coupe sagittale. Bon, c'est vraiment caractéristique. Enfin bon, c'est les patients, avec cette espèce de bec ostéophytique dorsal, très important. Bien entendu, une arthrose entre le méta et la phalange, et puis qui accompagne toujours ces arthroses, une atteinte métatarso-sésamoïdienne. Alors, comment fait-on le diagnostic au coup d'œil d'un hallux rigidus? Parce que souvent, on envoie des patients, le médecin traitant, il voit une bosse, hop, allez vous faire opérer votre hallux valgus, vous verrez, ça ira très bien. Et puis, quand on explique aux gens que ce n'est pas du tout la même chose, eh bien, ils tombent des nues. Quand vous voyez, par exemple, ce pied-là, donc est un pied gauche sur sa vue médiale, vous apercevez que cette fameuse bosse, qui n'est autre que le relief d'une lésion ostéophytique, donc osseuse, et la peau passe par-dessus, et en cas d'hyperfrottement, il se développe par protection une bursite entre l'os et la peau. Et bien cette fameuse bosse, cette fameuse bursite, vous voyez qu'elle n'est pas parfaitement médiale, c'est-à-dire interne. Elle n'est pas non plus complètement dorsale, elle est dorso-médiale. L'hallux valgus, la bosse est toujours parfaitement médiale, parfaitement interne. Dans l'hallux rigidus, la bosse est dorso-médiale. Voilà. Et puis, le gros orteil est souvent très long, il est raide et douloureux. Donc, l'hallux valgus, c'est la grosse bosse médiale d'un hallux qui peut être très déformé, mais qui n'est jamais douloureux et qui est toujours souple. L'hallux rigidus, c'est un grand et gros orteil, raide et douloureux, avec une bosse dorsomédiale. Alors, là, il n'y a pas de traitement particulier récent. Vous savez qu'on peut tout faire sur l'hallux rigidus. Il ne faut rien faire si c'est bien toléré. Bien sûr, si ça devient un handicap, si c'est uniquement un handicap de l'exostose dorsale, on va dire, on peut très bien faire juste un petit coup de rabot pour enlever cette lésion, en expliquant bien aux patients que ce n'est pas le traitement de l'arthrose, c'est le traitement d'une des conséquences de l'arthrose. Mais si quelqu'un d'âgé est juste gêné par sa petite bosse, eh bien, il faut surtout ne rien faire ou retirer juste cette bosse. Sinon, le traitement à l'opposé, je parle de traitement chirurgical, hein, je ne veux pas de traitement médical ni orthésique, à l'opposé en cas d'atteinte importante avec des douleurs même pieds nus, c'est-à-dire même indépendamment de la chaussure et indépendamment de la marche, eh bien c'est malheureusement, c'est l'arthrodèse du gros orteil, c'est-à-dire que vous savez que on a un certain nombre d'articulations et qu'elles sont toutes très importantes, surtout celles-ci, mais que si ça devient un handicap, eh bien souder l'articulation apporte beaucoup de soulagement aux patients. Alors évidemment, si vous soudez un gros orteil chez une danseuse qui va très bien à 20 ans, bah, c'est une catastrophe. Enfin, ça ne se fait jamais. Alors que si quelqu'un de 60 ans ne peut plus marcher tellement il a mal et qu'il a tout essayé avant, mais il va revivre avec l'arthrose du gros orteil. C'est le même problème qu'une arthrose de la cheville. Si vous êtes guide de haute montagne à Chamonix et que vous avez arrêté le boulot parce que vous avez une arthrose de la cheville, eh bien, si on vous fait une bonne arthrodèse, ben, vous remontez au Mont Blanc la saison suivante, évidemment. Alors, je vois des petites questions. Alors, d'où toutes ces récidives d'amagus mal opérées?
pense que c'était par rapport au fait de considérer la rotation dont tu parlais. Voilà. En fait, les techniques de base, le scarf, le chevron, tout ce que vous voulez, c'est de translater la tête. On dit la tête sort. La tête, elle sort pas, elle est déformée. Voilà. C'est comme si vous avez des génuvaromes, et ben, vous avez une convexité latérale, bilatérale. Ben, on va pas vous couper le sommet de la convexité. Voilà. Donc, en fait, la translation simple et la réduction de la bosse, en fait, on cache le problème, mais on ne le traite pas. Et comme on le traite mal, eh bien, on a des récidives. Alors, non, je n'ai pas d'avis là-dessus, parce que quand moi, je les vois, ils sont tous à un stade chirurgical. Mais quelle question, peut-être la question de Thierry? C'est ça de Miolan. Voilà. On peut dire dans différentes publications la description d'Hallux limitus fonctionnelle. Oui, alors ça excite beaucoup, notamment, comment s'appelle-t-il, un Suisse? J'oublie son nom parce que avec le temps, j'ai des problèmes de mémoire. Il peut y avoir effectivement des conflits ou des insuffisances du long fléchisseur et qui entraînent une limitation du gros orteil. Mais ce ne sont pas, en général, les valgus qui sont douloureux. Ils sont uniquement limitus dans le sens où ils sont bloqués. Je pense que c'est ce que voulait... Voilà, c'est ça, voilà. Et on le décrit, moi j'en ai vu qu'un dans ma vie, hein, voilà. On le décrit à la partie postérieure avec quelquefois une accroche en arrière du talus. Mais ce ne sont pas des gens qui souffrent et ils n'ont pas de déformation comme on le voit ici du gros orteil. Par contre, ils ont un limitus. Comme dit Samira, merci docteur, en plein. C'est quoi TFE? C'est le travail de fin d'études. Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui est étudiant. D'accord. Voilà. Alors là, on a un petit peu survolé hein, l'alvégus et l'hallux rigidus. Maintenant, diapo suivante, on va passer... Alors ça, c'est un sujet qui vous concerne plus que nous. Voilà. Parce que nous, on voit régulièrement des gens qui souffrent des sesamoïdes, mais alors nous, là, on n'est pas très compétents. Voilà. Alors, que ce soit en fracture, donc en sésamoïdite aiguë, on va dire, bah, c'est exceptionnel. Hein. Ce sont des athlètes. Moi, j'avoue que je n'en ai pas l'expérience. Certains... alors, on va dire, l'immense majorité des cas, on ne fait rien. Hein. On fait le repos, le traitement orthésique, l'assouplissement, tout ce que vous voulez. Quelquefois, certains vont retirer la radiographie du milieu. On voit un arrachement, en fait, polaire proximal. Certains, je l'ai eu fait, vont retirer ce petit fragment. Voilà. Les résultats sont quand même peu encourageants. Ce sont des gens jeunes. Il faut se méfier. Il ne faut pas trop les bricoler là-dedans. Au passage, attention, quelquefois on parle de sésamoïdite, fracture, etc. Puis en fait, ce sont que des problèmes de consolidation de la croissance et ça, il faut complètement laisser tomber. Nous, on est surtout confrontés à des gens qui ont d'énormes arthroses du gros orteil avec une arthrose postérieure, plantaire, pardon, extrêmement importante et on peut, quand on fait une arthrose du gros orteil, retirer simplement ces sésamoïdes parce que quand on bloque l'articulation, il ne sert plus à rien. C'est comme, imaginons, un blocage du genou, on n'en fait plus. Mais quand on en faisait ou quand on en fait dans certains cas de tumeurs et autres, ben on enlève la rotule parce que ça ne sert plus à rien. Ça ne sert que dans la mobilité. Donc les sésamoïdes, moi je dirais que primum non nocere et secundum, les envoyer chez le podologue ou les renvoyer chez le podologue pour faire ce que vous faites d'habitude. Hein. Les décharges, puis le ci, le là, voilà. Mais il faut vraiment s'en méfier. Voilà. C'est comme la chirurgie de la rotule. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose on a fréquemment des patients qui ont des sésamoïdopathies moyennement sensibles, voire même des sésamoïdopathies qui sont très sensibles à la palpation, mais dont les patients ne s'étaient pas forcément plaints, et qu'on va bien traiter. Et il y a quand même des cas où même avec la décharge, ça peut être un peu compliqué à soulager. Quoi. Ah, et puis moi, je leur dis, vous verrez, ça dure longtemps, ça peut durer plusieurs mois, un an et demi. Mais bon, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui souffrait de sésamoïdes toute sa vie. Hein. Voilà.
Ça, c'est sûr. Hein. Quand vous avez une arthrose, vous ne faites rien, vous avez mal tout le temps. Mais je n'ai jamais vu une personne d'un âge jeune, peu avancé, souffrir 10 ans de suite de son sésamoïde. Donc, c'est sûr que c'est une pathologie un peu comme la rotule, un peu particulière, que l'on connaît très mal, mais qui manifestement répond très bien au traitement orthésique. Alors, je crois que maintenant, avec la diapo suivante, on va passer au pied latéral. Alors, en abordant très rapidement le sujet dont on parlera plus tout à l'heure, qui est la métatarsalgie non mécanique, donc des tissus mous, neurologiques, du pied latéral, ça vient de Morton. Alors, on dit maladie, syndrome, etc. Peu importe. Et même, on se raccroche à Morton, mais c'est un mauvais terme parce que c'est pas Morton qui l'a décrit. C'est un Italien, je crois au XVIIe, c'était Civicini, qui l'a parfaitement décrit, qui a fait d'ailleurs des dissections. Et c'est bien évidemment un Américain qui a mis son nom dessus, et maintenant on parle tous de Morton. Voilà. Alors, on va dire Morton que Cevicini. Comment? C'est plus facile de dire Morton que Cevicini. Oui, en plus. Et Monty Morton, grosso modo, eh bien, on pense que c'est un syndrome d'enclavement, c'est-à-dire que à la limite entre le pied médial et latéral, c'est-à-dire c'est la troisième commissure, il y a plus de frottement, on pense que c'est ça, il y a d'autres hypothèses, et que le petit nerf col latéral, intermétatarsien, eh bien, se retrouve coincé entre la troisième et quatrième tête métatarsienne, coincé au-dessus par un ligament intermétatarsien qui l'empêche de remonter, et puis qui est coincé vers le bas, puisque c'est une douleur à l'appui. Et donc, il est connu la cerise, mais le nœud de la cerise, il part d'un coup, et bien là, c'est pas possible. Donc, il gonfle, et de plus en plus douloureux. Et vous avez là sur la compresse à gauche un gros Morton qu'on a opéré il y a relativement longtemps. À la partie basse, c'est le segment proximal, et vous voyez à la partie haute, c'est la partie distale, une espèce de petite fourchette, un petit Y un peu ouvert. Ce sont les deux nerfs qui partent pour sensibiliser le bord médial du troisième orteil et latéral du troisième orteil et médial du quatrième orteil. Puisque, qu'est-ce que c'est que le Morton? Eh bien, c'est un nerf sensitif qui a pour rôle de sensibiliser les orteils, et la séparation parfaitement sagittale. Donc, un petit nerf recueille la sensibilité du bord médial et latéral de l'espace interdigital. Et puis, si tu peux faire marcher la vidéo, alors voilà. Donc, je passe bien parce que c'est vrai que des fois en ligne, c'est pas évident. Écoute, c'est épatant parce que ça, c'est le signe de Mulder, c'est le signe dit pathognomonique, c'est-à-dire que l'on va comprimer avec une main de haut en bas l'espace intermétatarsien, en général juste en avant des têtes métatarsiennes plus distales, et puis en même temps avec l'autre main, on resserre les têtes. Alors vous imaginez cette pauvre pseudo-tumeur, enfin c'est pas une tumeur, hein, mais cette espèce de grosse bouffie, comme on dit à Marseille, elle se trouve entre têtes métatarsiennes, vous l'écrasez de haut en bas et de part et d'autre. Donc c'est sûr que là vous mettez vraiment en évidence, il y a un petit ressaut douloureux. C'est le signe de Mulder, et normalement c'est le signe clinique pathognomonique. Et puis on parlera tout à l'heure, je pense, des traitements chirurgicaux. Est-ce qu'il y a des questions là? Bon, peut-être qu'on les évoquera peut-être un peu plus. Oui, je pense que comme on va parler tout à l'heure du syndrome de Morton en plus en détail, on pourra y revenir. Alors là, le grand problème mécanique du pied latéral et métatarsalgie, c'est bien sûr ce qu'on appelle le syndrome du deuxième rayon. Alors, dans un pied, le grand timonier de cet avant-pied, c'est le deuxième métatarsien. Voilà. Il est souvent le plus long, et à chaque passage du pas, à part le gros orteil, c'est lui qui supporte le poids du corps. Alors, il en supporte moins que le gros orteil, donc il n'a pas de sésamoïde. Hein. Voilà, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Mais dès qu'il y a une pathologie qui va réduire le travail du gros orteil, par un hallux valgus, un hallux rigidus, une brasimétatarsie du premier rayon, etc., eh bien, c'est lui qui va se retrouver en première ligne, alors que ce n'est pas son rôle. Alors, vous avez
donc sur la gauche, un petit schéma en coupe sagittale. Donc on reconnaît la tête du premier métatarsien, vous reconnaissez en face la base de la première phalange. En rose, eh bien, c'est la capsule articulaire qui va venir fermer en vase clos cette articulation. Au-dessus, il n'y a rien à part les extenseurs. Au-dessus, on trouve les fléchisseurs. Mais vous devinez que cette tête métatarsienne repose non pas sur la capsule, mais un épaississement de la capsule qui s'appelle la plaque plantaire. Alors, la plaque plantaire, c'est la même qu'au niveau des mains, des métacarpes. La plaque, c'est la plaque, oh, j'ai oublié le terme de la main, il y a tellement longtemps, c'est des plaques palmaires. Voilà, là c'est la plantaire. C'est une structure qui se développe avec le temps et qui ressemble tout à fait aux structures du pavillon de l'oreille. C'est-à-dire que c'est du fibrocartilage. Donc, comme vous le voyez, ce fibrocartilage s'accroche à la base de la première phalange et vient rejoindre la partie extra-articulaire de la base de la tête de M1. Et donc, c'est lui, ce matériau amortissant, ce fibrocartilage, qui va porter la tête métatarsien. Et elle va s'enrouler sur lui. Voilà. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a trop de contraintes au niveau de ce deuxième rayon, par exemple un hallux valgus, mais également un hallux rigidus ou une malformation congénitale, eh bien, l'excès de contraintes plantaires sur cette plaque va l'endommager. Alors, il y a différents stades. Alors, on va dire, on en retient les 4. Le premier, c'est le stade de l'idarthrose, c'est-à-dire que l'articulation souffre, comme quand on souffre d'un ménisque. Et quand une articulation souffre, eh bien, il y a un excès de liquide qui est là pour amortir, pour faire que ça aille un petit peu mieux, etc. Donc, c'est l'idarthrose, elle est douloureuse, et la plaque plantaire n'est pas cassée, mais on devine quand même à l'échographie, qui est de très loin le meilleur examen pour étudier ces plaques plantaires, on devine, vous voyez la petite tache que vous voyez au sein de la plaque plantaire, qui est une espèce d'œdème de pré-rupture. Et puis, si on ne soulage pas ces gens, en enlevant ce qui crée le traumatisme, c'est le traumatisme local, si on ne soulage pas par des BRC, des ARC, tout ce que vous voulez, ce que vous connaissez bien, eh bien, ça peut aller jusqu'à la rupture de la plaque plantaire. Alors, cette rupture, elle est embêtante, parce que c'est difficile à réparer, voire même quasiment impossible. Elle est importante et elle est grave parce que elle entraîne une deuxième phase, c'est le stade 2, où comme elle est rompue, elle n'est plus douloureuse. Elle n'est plus douloureuse, il n'y a plus de liquide d'articulation puisqu'il fuit, mais en revanche, ce qui se passe, c'est que l'orteil va se relever progressivement, puisqu'il n'y aura plus l'effet mécanique de flexion plantaire de la phalange, et on va se relever et vous allez développer une griffe du deuxième orteil. Voilà. Alors le stade 3, c'est la griffe, c'est la luxation qui est encore l'élément suivant, la déformation qui continue, mais qui est réductible. Et le stade 4, c'est la luxation qui n'est pas réductible. Mais il faut bien comprendre que tout excès de contrainte sur l'avant-pied, quand il y a une insuffisance du premier rayon, se concentre sous le plus long, donc celui sur lequel il y a plus de contraintes, qui est le deuxième, et qui va user progressivement la plaque plantaire. Voilà. Alors, et deux questions un peu personnelles sur la plaque plantaire. Est-ce que ce diagnostic est ancien? Parce que moi, je travaille depuis un petit peu moins de 10 ans. Je n'ai pas la sensation qu'on en parlait pendant les études, alors que c'est vrai que depuis quelques années, on en parle de plus en plus de ce diagnostic. Alors nous, on en parle quand même, mais c'est vrai que ça n'excitait pas les gens. D'accord. Voilà. Mais maintenant, on avait fait des études à l'époque, on avait parlé à Sofcote il y a à peu près 15 ans, où on avait proposé cette classification, là c'était des petits schémas de mes radiologues, et on avait étudié la plaque plantaire par échographie, parce que c'est là où tu la vois le mieux, et c'est là où tu peux la suivre, et tu peux la tester dynamiquement. Voilà. Et c'est elle, si tu veux, qui va dire est-ce qu'on peut rester médical ou est-ce qu'on est chirurgical. Dès l'instant que tu as un œdème ou un état de pré-rupture, si tu soulages cette tête, tu peux imaginer avoir une cicatrisation de la tête, de la plaque. Imagine quelqu'un qui a une lésion stade 1, une arthrose et un début de lésion préfracturaire, et bien si tu le mets en décharge complète,
j'exagère, mais admettons, eh bien, elle va se réparer. Alors, ce qui se passe, c'est que elle est rarement primitive, cette lésion. Elle est la conséquence d'un autre désordre architectural. Et, par conséquent, il faudra prendre en charge la cause initiale, sinon ça va recommencer. Oui, bien sûr. Et du coup, quand on a la rupture, alors quand elle a la rupture, il y a une intervention chirurgicale, du coup, possible. Éviter la prise en charge chirurgicale. Enfin, si tu veux, un résultat effectif. Et alors là, il y a le grand débat. Les Américains, ils publient beaucoup sur les ruptures de la plaque plantaire. Mais bon, le résultat chez nous, on a essayé, c'est pas bien terrible. Hein. Nous, on préfère, même si ça paraît plus traumatisant au début, raccourcir, enfin, réparer le premier rayon, réparer la cause, et raccourcir et relever la tête métatarsienne pour la remettre dans une position de fonction moins agressive qu'avant. Voilà. Et le fait de relever la tête métatarsienne, ou en cas d'arthrodèse du gros orteil, où on est sûr qu'on a un appui pulpaire fondamental et imposé au pied, on peut se passer d'un geste sur les métatarsiens latéraux. Voilà. Donc, en Europe, on intervient un peu sur la plaque, on intervient surtout sur l'os. Okay. Le premier rayon, mais également le deuxième rayon. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'ostéotomie des têtes métatarsiennes associées à un valgus ou un os rigidus. C'est quand on a une rupture de la plaque plantaire. Voilà, voilà. Ça, c'est un sujet très intéressant. Oh, on a fait le tour, du coup, pour la plaque. En tout cas, c'est vrai que c'était passionnant comme sujet et il y aurait sûrement encore beaucoup à... Ah oui. C'est un des sujets que j'aimerais reprendre là, pour revoir des maladies. Alors, si tu veux montrer la vidéo. Une vidéo, effectivement. Oui, voilà, c'est pour... voilà. Alors, cliniquement, tu vois, tu as... Est-ce que vous voyez le tiroir de la MP2? C'est-à-dire que d'une main, on prend la phalange, de l'autre main, on tient le méta, et on s'aperçoit qu'on peut subluxer la tête, la phalange, au-dessus du méta. C'est exactement comme pour la laxité du genou. Quand vous faites une rupture, surtout isolée, c'est moins compliqué, du ligament croisé antérieur, bon, bah, il y a la période aiguë, etc. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, vous pouvez examiner sans grande douleur et on peut faire un tiroir ou le ressaut et vous voyez le tibia qui se luxe en avant du genou. Voilà, ben c'est le même principe. Vous imaginez bien que si on peut faire ce mouvement, c'est que rien ne l'empêche de partir au-dessus. Et c'est le signe clinique de la rupture de la plaque plantaire. Car si vous faites le même geste sur le premier rayon, par exemple, ou sur le troisième, ben, c'est absolument impossible, dans le plan frontal, de faire remonter la phalange du deuxième rayon. Voilà. Voilà. Alors là, on avait une question de Samira sur le nom du liquide. Comment s'appelle? C'est le liquide synovial. Voilà, donc Samira, tu as ta réponse. Voilà, c'est le liquide intra-articulaire, c'est-à-dire c'est... Alors, je vais reprendre là mes vieux cours d'histo et de physio, hein, mais une articulation, pour qu'elle marche, qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit donc mobile et indolore et qu'elle ne s'use pas. Il faut que ces deux surfaces frottent l'une contre l'autre les années sans souffrance. Ce serait que de l'os, ce serait absolument insupportable, parce que os contre os, c'est très douloureux. Regardez une fracture. Pourquoi est-ce qu'une fracture fait mal? Eh bien, parce que vous avez les deux fragments cassés qui se touchent. Et comme l'os est très sensible, est très vascularisé, mais très et parfaitement sensible, je ne trouve pas mon mot, lorsque il se touche, deux fragments, ça fait un mal de chien. C'est ça, en fait, la douleur d'une fracture. Eh bien, si on avait une articulation avec deux os qui frottent l'un contre l'autre, ce serait extrêmement douloureux, et puis ils s'useraient. Donc, ils sont recouverts de part et d'autre de cartilage, d'accord, ce qui permet un frottement facile, mais il faut qu'il soit aussi constamment humide et visqueux, ce liquide, pour faire que le mouvement soit très facile. Et il se trouve que, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une capsule qui est là pour isoler. Alors, pour ceux qui aiment la mécanique, eh ben, c'est le système des cardans. Vous voyez, un cardan, eh bien, il est fermé par une capsule, par
par comment ça s'appelait ces machins? C'est des trucs c'est comme des accordéons en plastique dans lesquels on met de la graisse. Voilà. Pour que ces mouvements continuels soient constamment dans de la graisse. Et bien là, la capsule, si elle est ouverte, le liquide synovial disparaît. Voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, ce liquide est également un liquide nourricier, car le cartilage n'est pas vascularisé. Voilà, c'est une des rares choses avec le cristallin. Et puis, il y a une troisième structure dans le corps qui n'est pas vascularisée et qui se nourrit par imbibition de l'élément qui s'y trouve. Et là, c'est le liquide qui le nourrit. Voilà. Donc, quand il s'en va, ça ne va pas du tout, parce que l'articulation est sèche, elle s'use, elle grince, et elle devient raide et douloureuse. Et il y a une destruction du cartilage et après des os. Et c'est l'arthrose. Voilà. Alors, là, c'est un petit peu plus rare, mais très classique. Alors, ce sont des gens qui souffrent du deuxième rayon, qui ont une mobilité très réduite. Et quand on fait une radio, eh bien, on voit une anomalie de l'articulation métatarso-phalangène du deuxième rayon. Alors, c'est très souvent le deuxième rayon. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, celui-ci, c'est souvent le plus long. Et quand il est long, c'est lui qui travaille le plus. Quand on travaille beaucoup, eh bien, on s'use. Alors, c'est pas vraiment une arthrose, c'est même pas du tout une arthrose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ne sait pas exactement, mais on pense que c'est plutôt un infarctus osseux, même osseux et cartilagineux, mais osseux. Sûrement des petits vaisseaux viennent se boucher, dont on ne connaît pas beaucoup la cause, la raison, et il va y avoir une nécrose de la partie distale de la tête, distale et dorsale. Voilà. Et avec le temps, l'os s'effondre comme une poutre qui aurait pris l'eau. Au bout d'un moment, elle s'effondre, et de ce fait, le parquet, ou la moquette, qui est le cartilage, eh bien, s'effondre et meurt parce que il n'y a plus de structure adéquate dans l'articulation. Et après, on va jusqu'à l'arthrose. Et vous voyez sur la radiographie, sur la photo de face, une espèce de collerette au-dessus du méta, un peu comme un tricératops. Eh bien, c'est en fait la collerette d'ostéophyte que l'on peut retrouver également dans le gros orteil. Voilà. Donc là, on a affaire à un deuxième orteil qui est raide et douloureux. C'est une ostéonécrose de la tête du deuxième métatarsien qui a évolué vers l'arthrose. Alors là, la prise en charge est un peu compliquée. Nous, on les voit vraiment en dernier recours et on peut être amené à juste retirer les fragments flottants parce que l'articulation se désintègre. Donc, il y a des morceaux de cartilage qui se promènent, qui bloquent, qui font mal. Mais bon, les résultats sont quand même pas terribles. Vraiment, les gens très handicapés par des lésions extrêmement douloureuses. Chez les gens âgés, on va plutôt réséquer la tête et on met une petite prothèse à la place en silicone. Voilà. Mais c'est très rare. Alors, là, à ne pas confondre avec le syndrome du deuxième rayon. Le syndrome du deuxième rayon, c'est quelqu'un de dynamique, qui fonctionne, qui travaille, etc. et qui a une douleur plantaire. Hein. C'est une douleur qui est vraiment sous la tête, parce que la douleur, c'est la plaque plantaire. Alors que là, pas du tout, il n'y a absolument rien dessus. La douleur est dorsale, articulaire et dorsale. Et on va passer à la pathologie suivante. Alors là, c'est la même chose. Alors, autre chose assez fréquente, quand même beaucoup plus que Wien-Freiberg, ce sont les facteurs de fatigue. Alors, la plus caractéristique, c'est la facteur de fatigue du col deuxième métatarsien. Quelquefois, ça peut être à la base, mais c'est souvent le col. Que se passe-t-il? Eh bien, en fait, comme vous le voyez, le gros orteil, le premier méta, est très imposant. Et là, il fait 3 fois le volume de son voisin de gauche. Eh bien, s'il y a une insuffisance de travail, une insuffisance de mécanique de ce premier rayon, les forces vont se reporter sur le deuxième, surtout si celui-ci est en plus très long, qui était le cas avant. Et il va y avoir des contraintes terribles, non pas sur la tête, mais sur le col, car la tête transmet les contraintes au col, des contraintes qui sont sous la tête et qui vont donc soulever
régulièrement, mais c'est comme lorsque vous avez un fil métallique, vous le tordez, à un moment donné, vous le cassez. Et bien voilà. Alors, ce sont des gens qui vont pas trop mal. Ce sont soit des sportifs qui ont un peu trop abusé des contraintes de l'avant-pied, soit des gens qui avaient une insuffisance du premier rayon et qui ont contraint leur deuxième rayon. 9 fois sur 10, c'est la plaque plantaire qui casse, d'accord? Ce sont les mêmes contraintes, mais une fois sur 10, la plaque plantaire, finalement, s'en sort pas trop mal, mais c'est l'os qui se rompt, et c'est une véritable fracture. Alors, c'est une fracture qui est très peu déplacée, quelquefois même, on ne voit même pas la fracture sur une radiographie faite en urgence. La plupart du temps, on voit comme un tout petit déplacement, comme ici. Parfois, il y a un très gros déplacement. Alors, la fracture de fatigue, contrairement à la lésion de la plaque plantaire, pour le deuxième rayon, elle est fort sympathique parce qu'elle se solidifie toute seule, sans aucun problème, avec un peu de repos, un appui rétrocapital, etc. Mais on va rien entreprendre de bien agressif. Et non seulement ça se solidifie toujours très bien, mais en plus en bonne position, car ce deuxième méta va se consolider en élévatus et en accourcissement. Et c'est exactement ce que l'on aurait fait, nous, si on avait opéré. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, Jean-Yves, est-ce que tu fais une différence selon la localisation de cette fracture? Parce que j'avais vu une publication qui disait qu'il y avait un risque qui pouvait plus élevé si c'était à la base ou par rapport à la diaphyse ou des choses comme ça. Donc, il y a 3 grandes douleurs de la tête du deuxième métatarsien. La plus connue associée à un nervus valgus, enfin, on va dire à une anomalie du premier rayon, c'est la lésion de la plaque plantaire. Et là, c'est une articulation. L'articulation est douloureuse et surtout l'appui sous la tête et on va dire plus distalement. Est-ce que tu peux revenir sur les diapos sur le deuxième rayon? Oui, la douleur encore avant. Voilà, la douleur, elle est dessous, mais très en avant. D'accord? Elle n'est pas vraiment sous la tête. Elle est vraiment... Pourquoi? Parce que les contraintes se font en flexion au moment de la propulsion plantigrade. Voilà, donc la lésion, elle est très distale, presque vers la base du premier état. Alors que on va revenir en arrière, là, en avant. Voilà, là, cette douleur n'est pas du tout plantaire, d'accord? Elle est dorsale, mais elle n'est pas dorsale antérieure comme dans le Freiberg ou l'osteonéphrose aseptique, qui est une douleur dorsale, mais tout de suite sous la tête. Là, c'est une douleur qui est quasiment métatarsienne dorsale. C'est une douleur de la corticale dorsale. Donc, l'articulation n'a rien, d'accord? Mais c'est une douleur de la corticale dorsale. Et quelquefois même, on la ressent à la partie moyenne de l'articulation parce qu'elle est plus exposée, il y a moins de tissu. Donc, on appuie vraiment, comment vous le montrer, vous voyez, il faut appuyer là. Voilà. C'est-à-dire que la plaque plantaire, on appuie ici. Le Freiberg, c'est là. La fracture de fatigue, c'est là. Voilà. Et là, alors là, vous avez affaire, je prends un athlète qui a eu une compète le dimanche et qui lundi ne peut pas poser le pied au sol. Vous appuyez sur le dessus de la corticale dorsale, deuxième méta. Alors là, il n'y a aucune autre pathologie possible à envisager. Voilà. Si c'est un sauteur à la perche qui est mal retombé sur son pied et qui a mal dessous, c'est une rupture traumatique de la plaque plantaire. Voilà. Donc voilà la fatigue, mais qui est finalement très sympa parce qu'elle se soude toute seule et ça va toujours très bien. Mais attention, petite remarque, on ne voit rien au début. Voilà. Donc c'est vraiment la clinique qui dit, bah oui, c'est sûrement ça. Si on voulait faire une IRM, enfin on n'en fait jamais en urgence, on le verrait. Et c'est surtout la radiographie à 6 semaines qui montre ce nuage calcifié et qui montre donc la calcification montre que ça a été fracturé. Car s'il y a une réparation, c'est qu'il y a eu une lésion. Et là, est-ce que la scintigraphie aura un intérêt en détection précoce? Oui, alors, classiquement, autrefois, on faisait des scintigraphies, surtout quand c'était assez petit pic, parce que ça pouvait éliminer plein d'autres choses. Voilà. Maintenant, quand tu es sûr du coup avec une douleur parfaitement localisée à la corticale dorsale, on peut presque mieux faire une écho, parce que l'écho montre la lésion fracturaire.
Voilà. Mais là, ça reste encore le grand classique, mais surtout pour éliminer d'autres lésions. Alors là, j'ai une petite question. Bonjour, pour les maladies de Fraga, les patients diabétiques sont-ils plus à risque? Non, pas ma connaissance. Simplement, non. Je n'ai je fais aucune relation. Aucune relation. D'ailleurs, souvent, ce sont des gens qui sont plutôt jeunes, sportifs, en excellente santé. C'est pas une lésion dégénérative des artères comme on le voit dans le diabète. Voilà. Et puis enfin, on va finir cet avant-pied par la bugnonnette. Alors la bugnonnette, on dit vraiment ce quintus varus. Le vrai terme, c'est plutôt bugnonnette. Alors on va dire, qu'est-ce que c'est que ce nom? Et bien en fait, pour une fois, il faut en être fier, c'est une francisation d'une pathologie décrite par les Américains. Parce que les Américains, pour le gros orteil, de la bursite médiale, parlent souvent de bunion. On parle, c'est le bunion. Ouais, américains, ils disent pas trop hallux valgus, ils disent bunion. Eh bien, l'hallux valgus du 5e rayon, ou l'hallux varus, c'est la bugnonnette, c'est bunionette. C'est comme il y a beaucoup de Français dans les chirurgiens du pied dans le monde, mais ils l'ont francisé. Alors, bugnonnette, eh ben, c'est exactement l'hallux valgus du 5e rayon. Voilà. Alors, quelquefois, il y a une bascule donc en varus du 5e rayon, et on parlera de quintus varus, mais comme dans cette image, si vous coupez la bursite, vous voyez bien que le 5e rayon, le 5e orteil, il n'est pas plus incliné qu'un pied normal. Donc c'est vraiment la bursite. C'est une pathologie qui est assez fréquente dans nos régions, enfin dans la mienne, pardon, parce que elle intervient surtout chez des gens qui ont des chaussures un peu serrées, et c'est la pathologie pour nous des moniteurs de ski. Parce que là, en fin de saison, c'est terrible. Ils ont même des plaies. Alors, on attend la fin de la saison et ils marchent pieds nus pendant 6 semaines. Et une fois qu'ils sont cicatrisés, on fait une simple ostéotomie de translation et de dérotation de la tête. On le fait en percutané. Et là, on ne réduit pas. Mais là, on n'a pas remarqué une malformation comme dans l'hallux valgus. Une petite translation suffit amplement. Maintenant, ça se fait en percutané, ça. Et puis ouais, tu parlais du ski, on avait eu l'occasion d'avoir des présentations sur cette pathologie par Olivier Garcin, donc qui prend en charge beaucoup de skieurs comme il fait à Chamonix, et oui, qui avait expliqué toutes les solutions qu'on avait déjà pour adapter la chaussure et faire un peu de sauve qui peut en attendant la fin de la saison. Ah bah là, nous, quand on les voit, c'est des gens qui ont depuis des années, qui ont tout fait, hein, le chausson sur mesure, la déformation, tout. Enfin, ma fille en a une, hein, donc je ne l'ai pas opérée, parce qu'elle est jeune et puis que, bon, elle ne skie pas beaucoup. Mais c'est vraiment une pathologie skieur. Hein. Incroyable, ça. On en opère très peu. Mais quand il faut opérer, c'est vraiment très simple. Vraiment très simple. On fait une ostéotomie extra-articulaire, juste sous le col, et juste le fait de rompre la corticale, eh bien, sous l'effet de la musculature intrinsèque du pied, la tête se médialise automatiquement. On n'a pratiquement rien à faire. Et on laisse bien tranquillement le cal se faire. C'est pratiquement, on va inciter une fracture de fatigue, si je puis dire. Alors, il y a la jolie Marie qui dit une rupture de la plaque plantaire peut-elle entraîner une sensation de froid l'avant du pied? C'est pas caractéristique. Hein. C'est une douleur qui est... Alors, si c'est traumatique, c'est extrêmement douloureux. Hein, c'est comme une fracture. Si c'est consécutif à une malformation de la tête du métatarse, enfin une malformation, pardon, du premier rayon, c'est progressif et extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Hein. Mais une sensation de froid, non. Je dirais que ce n'est pas du tout caractéristique. Mais c'est la première cause de métatarsalgie. Les gens disent, voilà, je viens me voir docteur, je vais très bien, mais j'ai une griffe d'orteil. Alors, du deuxième orteil. Alors, je vais très bien, parfait. Et puis, on réfléchit et puis on voit que la personne a un hallux valgus ancien assez peu douloureux, avec un grand M2. Et en fait, cette griffe d'orteil, elle vient parce que ils ont eu mal il y a longtemps sous le pied, jusqu'à la rupture complète. Quand la rupture complète a eu lieu, eh bien, elle n'est plus douloureuse, mais c'est la phase de la déformation. Voilà. Alors, il faut leur expliquer à ces gens
qui viennent pour une griffe du deuxième orteil que si on veut un bon résultat, eh bien, il faut réparer la griffe, il faut réparer le méta et réparer le premier rayon. Alors là, pas bien rigolo. Alors si c'est des gens très 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 âgés et qu'il y a la place de remettre l'orteil en place simplement, on peut le faire. Mais sinon, il vaut mieux ne rien faire, parce que c'est une catastrophe. Parce que si vous réparez un deuxième orteil sans refaire l'attache plantaire du deuxième rayon et sans enlever l'agresseur qui est le premier rayon, mais c'est une récidive dans les quelques mois. Hein. Donc, ce n'est pas, il vaut mieux ne pas les opérer hein, et mettre une bonne orthèse, tout ce que vous voulez. Ok, ben là, en tout cas, donc, pour les rollers et patineurs, oui, mais nous, on voit surtout des skieurs. Parce que la chose de ski va être encore pire que les patineurs, encore pire. Et mais du coup, ouais, je pense que là, on a fait déjà un bon petit tour sur toutes ces pathologies de l'avant-pied. On va peut-être pouvoir enchaîner sur le Morton ouais. précisé. Bah alors, on ira peut-être plus vite sur le Morton alors. Ouais, ok, ça marche. Bah, en tout cas, c'était intéressant parce qu'on en discutait un petit peu avant. Il y avait eu des discussions qui émergeaient un peu sur l'évidence-based practice aussi en podologie. Et là, finalement, ce que tu vas nous présenter, c'était l'adaptation d'une technique pour traiter le Morton. Et puis, ben, derrière, comme ça se pratique en médecine, l'évaluation de cette technique. Donc là, on va revenir effectivement sur le Morton. Donc le Morton, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais manifestement, c'est un nerf sensitif des orteils qui, au niveau du troisième espace, est confiné, il est serré, il est coincé. Et la réaction, bah, vous savez, c'est le système de la tuyau d'arrosage. Si vous faites un nœud, ben, en amont du nœud, la pression de l'eau fait que le tuyau gonfle. Voilà. Alors, on en parle depuis très longtemps. Et la première technique chirurgicale, mais qui n'est pas de résection, elle est lyonnaise. Hein. Elle avait été décrite il y a très nombreuses années par le docteur Goethe qui disait bah, ce pauvre nerf, il faut le libérer. Voilà. Alors, une petite histoire, un peu mon histoire à moi. Bah, au début, on nous avait appris à faire des neurectomies. Voilà, on s'intéressait peu aux pieds, on les a en fin de programme, on s'en fichait un peu. Les résultats étaient pas très très bons. Hein. Alors en 98, on a commencé à réfléchir. Diebold a publié une première série 10 ans auparavant sur une neurolyse avec de bons résultats. On a ressorti les vieux travaux de Georges Gauthier, qui je crois est toujours en vie, et qui lui parlait beaucoup de la neurolyse. Il disait, bah oui, si un nerf se coince, gonfle et déborde, il faut peut-être pas lui couper la tête, il faut simplement le libérer. Mais les résultats, malheureusement, n'étaient pas très bons. On faisait des grandes voies dorsales, on ouvrait tout, on disséquait tout. Il y avait tellement de fibrose qu'à la fin, on ne savait pas si cette douleur résiduelle était due au Morton ou à la voie d'abord. Alors, on est revenu après sur des neurectomies, mais bon, on n'était pas très content. Jusqu'au moment où, en 2006, au congrès de Toulouse, on a fait venir Mark Myerson, qui était un des plus grands chirurgiens américains et mondial du pied, et qui nous a dit, mais moi, il y a longtemps que j'ai arrêté d'opérer les Morton, ils vont tous mal. Quand il y en a vraiment une, il était un peu misogyne, une qui m'embête avec son Morton, je la fais opérer par mon fellow. Bon, pas très cool. Ça veut donc dire qu'il y avait une très mauvaise réputation à cette chirurgie. Et puis, au même moment, toujours aux US, se développe la chirurgie de libération endoscopique du canal carpien, dont je vais vous parler après. Et au même moment également, Robert Colgrove, pour le pied, sort une publication qui dit que la bonne évolution d'une maladie de Morton vient surtout de l'innocuité du geste chirurgical et du parfait respect du tissu environnemental de ce nerf. Alors ça, maintenant, on le sait tous. Hein, quand vous voulez libérer un nerf, par exemple un nerf cubital au coude, il ne faut surtout pas disséquer, parce que même s'il est mal en point, il faut libérer ses brides, libérer tout ce qui peut le coincer, mais il ne faut pas le disséquer, parce que si vous le disséquez, vous coupez toute sa vascularisation. Voilà. Donc, tout ceci nous a fait beaucoup réfléchir. Il nous a dit, mais peut-être que quand on faisait des neurolyses, on les faisait mal, parce qu'on faisait une chirurgie trop agressive. Alors, très bien pour la diapo. Ça, tu peux avancer comme ça, je crois qu'il y en a 3. Donc avant, voilà ce que l'on faisait. On faisait donc une grande voie d'abord dorsale. On coupait le ligament intermétatarsien
Et sous ce ligament, on va y arriver ce gros noyau, la grosse maladie de Morton. Voilà. Mais vous imaginez bien que cette voie d'abord entraînait des fibroses, mais beaucoup trop importantes, et les gens se plaignaient en fait de la dissection. Donc on est progressivement, on s'est intéressé aux voies d'abord commissurales, celle que vous voyez du milieu, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans l'axe du Morton, et on va surtout respecter les ligaments intermétatarsiens, et on va juste retirer le Morton. Ou alors, par cette voie, on peut libérer le Morton en coupant juste son ligament, mais on ne va pas passer ni par-dessus ni par-dessous pour abîmer les tissus. Et puis, alors nous, moi, je suis en chirurgie du pied, à côté de moi, on travaille souvent les chirurgies de la main, et j'ai vu cette espèce de pistolet avec un petit couteau endoscopique pour venir couper le ligament du canal carpien, et j'ai trouvé très astucieux, et c'est pour ça qu'on a fait cette étude que je vais vous présenter. Alors, on avance. Donc, le principe de maladie de Morton, bon, ben voilà, c'est un entrappement, c'est-à-dire c'est le nerf qui reste coincé et qui grossit et qui fait de plus en plus mal. Alors, le but de l'étude, c'est de savoir si cette lésion était réversible, parce qu'on sait que c'est pas une tumeur, mais on va savoir si on la libère, est-ce qu'elle peut s'améliorer. Eh bien, on a fait donc une étude sur l'évolution anatomique du névro après une section simple du ligament intermétatarsien et en le suivant par échographie, car l'échographie, c'est maintenant le meilleur moyen d'étudier et de suivre un névron de Morton bien supérieur à l'IRM, parce que l'on fait ce qu'on veut avec un écho. On paye dans différents plans et puis on suit le nerf. Et donc, on l'a vraiment sous les yeux. Et puis, on a associé cette étude échographique à une étude bien sûr clinique pour savoir si les gens vont bien. Alors, diapo suivant, donc on a été très respectueux, on a décidé pendant 14 mois, je crois, d'opérer tous les Morton, tous, par libération endoscopique en coupant juste le ligament intermétatarsien pour donner de l'aise à ce ligament. Alors, le critère d'inclusion, c'était tous les patients porteurs de maladie de Morton, il n'y avait aucune exception, même opérateur, même technique. En revanche, il y avait des critères d'inclusion, c'est toutes les maladies qui pouvaient parasiter cette étude, donc le maladie inflammatoire, évidemment, si vous avez une polyarthrite, c'est un peu plus compliqué. Si ce Morton est associé à un abus valgus, parce qu'à ce moment-là, vous changez complètement les contraintes mécaniques de l'avant-pied, alors c'est compliqué. Il fallait pas qu'il y ait d'autres métatarsalgies, il fallait pas qu'il y ait d'autres gestes chirurgicaux associés, notamment sur les grippes, parce que ça peut entraîner des biais statistiques. Et puis, il fallait que ce soit un pied vierge, bien entendu. Alors, diapo suivante. Donc, on a fait une série auprès de 40 patients. Bon, c'était surtout des femmes hein, dans cette pathologie à un âge moyen de la vie. Et ça intéressait sur une grande majorité des cas le 3e rayon. Voilà. Donc, diapo suivante. Donc, il fallait une étude radiologique, évidemment, de base. Quand même une radiographie de face, parce qu'il faut bien voir les os. Pour éliminer, par exemple, je ne sais pas, moi, une anémie osseuse qui pourrait comprimer le nerf. Et puis, c'est surtout l'échographie qui va parfaitement décrire la lésion. Et l'élément fondamental à l'échographie, le signe pathognomonique, c'est lorsque l'on peut, avec une sonde dans l'axe sagittal du 3e espace, on peut mettre en évidence le nerf qui débouche, qui arrive dans cette petite boule. Voilà. Si vous avez ce signe du nerf rattaché au Morton, c'est une certitude diagnostique. Il n'y a aucune autre pathologie. Voilà. Alors, je dis nerf qui rentre ou qui sort, parce que normalement, ça remonte plus tôt. Mais si vous avez un raccordement du nerf intermétatarsien dans cette petite boule, c'est sûr, c'est une maladie de Morton. Donc, on les a mesurés et on a refait la même chose après. Alors, diapo suivante. Et puis, on a bien entendu examiner les patients en pré- et post-op, évidemment. L'AOS, ce sont les critères américains des douleurs de l'avant-pied, mais c'est surtout pour la luxe valgus. Donc, c'est un passage obligé, ce fameux score, mais il n'est pas du tout adapté au Morton. Alors, on a quand même étudié les signes fonctionnels, les signes d'examen clinique,
c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont mal, quand on appuie, etc. Et puis on les classait tout simplement en très satisfait, satisfait, déçu ou mécontent. Alors, diapo suivante. Donc c'est une neurolyse simple, alors c'est un mauvais terme. Neurolyse, ça veut dire qu'on va libérer le nerf en le bricolant. On le touche surtout pas, on va même pas le voir. On va juste couper le seul élément que l'on peut couper dans la région, c'est-à-dire le ligament intermétatarsien qui est juste au-dessus du nerf. Et le nerf, lui, passe sous lui, et c'est à sa sortie, vous voyez que le ligament est juste sous sa nuque, et qu'il existe vraiment un conflit. Donc, on a utilisé la technique endoscopique de Hadji, qui était décrite donc pour le canal carpien, où là aussi, le nerf est comprimé quand il sort du ligament antérieur du carpe. Et le plus simple, finalement, eh ben, c'est de couper ce ligament. Surtout, c'était caractéristique dans le poignet parce qu'avec l'âge, ce ligament devenait de plus en plus raide. Et donc, il peut contraindre le nerf médian. La plupart du temps, ça se fait sous ALR, anesthésie régionale, et en hôpital de jour. Alors, diapo suivante. Donc, voici l'engin. On voyait mieux avant, excuse-moi, est-ce que tu peux les images en fait apparaissaient, hein, voilà. Donc comme vous voyez, c'est un petit pistolet. À la partie droite, il est relié à une caméra. Voilà, à la partie dorsale, vous avez deux picous. À droite, c'est la source lumineuse. Et à gauche, le picou du dessus, c'est pour serrer ce que vous voyez à gauche, qui est le couteau en gris. C'est un couteau à usage unique. Et donc, l'endoscope traverse le couteau et vous voyez au fond ce qui se passe. Vous voyez le ligament intermétatarsien, vous voyez la petite lame sortir et vous pouvez couper avec ce pistolet le ligament intermétatarsien. Voilà. Donc, tu peux maintenant avancer. Donc, vous voyez la voie d'abord, c'est un tout petit trou intermétatarsien. Après, on introduit une pince ronde, une pince de cochère, mais et on trouve facilement le passage sous le ligament et on glisse sur le nerf. Donc, il faut le faire très délicatement, mais il y a un endroit de passage qu'on trouve assez facilement. Et avec des bougies, on va agrandir l'espace de travail. Alors, diapo suivante. Et puis après, on prend son appareil. Et puis, vous voyez sur la radiographie, sur la photo du bas, à l'extrémité distale et dorsale, on devine une petite ouverture et il y a une lame qui se lève quand on appuie sur la gâchette. Et on va couper en antérograde, donc en sortant de l'arrière jusqu'à l'avant du pied et en voyant ce ligament. Alors, la diapo suivante. Du coup, il y avait encore une image. Voilà, il y avait une petite... voilà. Et puis à la fin, vous voyez qu'avec la bougie, sur la radiographie, sur la photo de droite, on est au-dessus du mortone, mais au-dessous du ligament qu'on a coupé. Et quand on essaie de monter vers le haut, vous voyez qu'on voit saillir sous la peau le bout de la bougie. Ce qui veut dire qu'on est passé entre les têtes métatarsiennes, qu'on ne peut pas faire quand il y a le ligament, puisque le ligament barre tout ceci. D'accord ? Donc là, on est sûr, en fin d'intervention, qu'on a bien coupé ce ligament intermétatarsien. Alors, la question classique, c'est de dire, mais n'était pas dangereux de couper ce ligament intermétatarsien? Bah, non, c'est pas dangereux, il vaut mieux l'avoir, mais quand celui-ci comprime un nerf jusqu'à rendre une marche absolument handicapante tellement elle est douloureuse, ben on peut s'en passer. Voilà. Donc c'est sûr qu'on peut couper le ligament intermétatarsien. Donc, on a revu les patients au bout d'un an. Donc, on a étudié les signes subjectifs, les douleurs fonctionnelles, les douleurs à palpation. Palpation, c'est surtout la palpation profonde. Hein. C'est qu'on refait le signe de Mulder, tout à l'heure que je vous ai montré. Et puis, l'échographie, on va remesurer ce névron. Est-ce qu'il est simplement libéré et qu'il ne fait plus mal parce qu'il est plus contraint, ou est-ce qu'il peut se passer d'autres choses? Donc, on va étudier l'état du nerf collatéral en post-opératoire. Et bien entendu, tous les patients ont bénéficié d'une écho avant et après, et surtout, il n'y avait aucun perdu de vue. On les a vraiment pistés. Bon, il n'y en avait que 40, hein, donc ça allait. Alors, voici les premiers résultats. Tu peux avancer parce que... Oui, peu importe.
Alors, à l'échographie, on s'aperçoit que dans, on va dire, une grosse moitié des patients, 22 patients, 55% des cas, il y avait une disparition du Morton à l'échographie. Pour la petite histoire, quand on a commencé à voir les patients, on les a convoqués donc chez les radiologues, et le radiologue qui a fait l'écho, il n'avait pas bien lu ma lettre, il a dit au patient, mais non, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas de Morton, je vous assure. Et la dame m'a dit, mais si, j'ai même été opéré il y a 1 an. Voilà. Et c'est qu'en fait, il y avait une normalisation du nerf. C'est-à-dire que ce qu'il avait vu 1 an au préalable, il ne le voyait plus. Et ça a été pour nous là, une grande découverte, hein, parce qu'on ne savait pas que la maladie de Morton, cette espèce de dégénérescence du nerf due à une compression, pouvait se cicatriser. Donc il y avait dans 1 cas sur 2 une disparition complète du Morton, avec un état strictement normal du nerf collatéral. Mais dans 30% des cas, il existait encore un névrome. Alors il avait baissé de plus de la moitié, mais on avait une trace, qui veut dire que dans 85% des cas, il y avait une disparition ou une diminution de plus de la moitié du volume du névrome. Donc on découvrait que cette lésion macroscopique n'était pas irréversible. Alors, voilà, il doit y avoir... Et puis dans 15% des cas, sur 6 cas, eh bien, il n'y avait pas de modification du Morton, c'est-à-dire que le Morton était toujours là. Nous, on pensait que c'était 100% des cas. C'était vraiment une découverte. Alors, du coup, est-ce qu'il y avait des liens avec les symptômes? Qu'est-ce que tu... Et du coup, est-ce que peut-être dans les slides à venir, est-ce que c'était associé à une évolution des symptômes, cette disparition complète ou partielle ou pas du tout? Eh bien non. Okay. Eh bien non. Alors, on n'avait pas défini assez de critères en préopératoire pour avoir un résultat statistique sur les corrélations entre clinique et radio. Donc, on n'a pas pu la publier. Voilà, parce qu'on aurait dû poser plus de questions avant. C'est ce qu'on en fera après. Voilà. Il y a des gens qui avaient le même Morton et qui étaient soulagés. Donc, à la fois, on a montré que la libération soulageait les gens, mais aussi on a montré qu'il y avait une régénérescence des tissus. Mais on n'avait pas assez rentré de critères pour pouvoir être statistiquement contrôlable. Donc, après, on a bien entendu, on n'a pas fait que de l'échographie, on a examiné ces gens, on s'est aperçu qu'il y avait 75%, enfin les 3/4, qui étaient très satisfaits, et 12% satisfaits, c'est-à-dire qu'au grosso modo, on avait 90% de gens qui étaient très satisfaits ou satisfaits. Voilà, donc nettement amélioré. Ça correspond à peu près au résultat de la chirurgie un peu plus classique dans des critères assez optimistes. Mais il y avait quand même un petit 10% de patients qui n'allaient pas du tout, voire même mécontents. Parce que, alors, on a du mal à l'expliquer. Moi, je pense qu'il y a des Morton qu'on n'exprime pas, qu'on n'explique pas bien, et quand on les laisse en place, ils continuent à souffrir. Est-ce qu'ils sont très anciens, etc. Là, j'avoue que on ne sait pas bien. C'est la petite part de mystère qui reste. Comment? La petite part de mystère qui reste. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment compliqué. Est-ce que tous les Morton sont de la même origine? On n'en sait rien. C'est compliqué. On n'a pas trouvé de critères diagnostiques. Alors, les signes fonctionnels douloureux, là, c'est important. On demandait aux gens, alors, est-ce que ça va? Comment ça passe la vie, etc. Et tu vois, dans 57% des cas, il y avait une absence complète de signes fonctionnels. Les gens disaient, j'ai une vie normale. Voilà. Alors, ce ne sont pas toujours des grands sportifs, mais c'est des gens qui disent, je vais bien, je mets mes chaussures, je travaille, etc. Mais il y avait quand même 42% des cas qui disaient qu'ils avaient gardé des douleurs. Alors, les douleurs soit matinales, soit à l'effort, soit chaussures un peu serrées, etc. Ils n'avaient pas oublié le pied. Donc, la réparation apparente échographique est plus optimiste sur le résultat que l'examen clinique. Donc, il y a des gens qui paraissaient guéris, mais qui restaient douloureux. Et d'ailleurs, à l'examen, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire le Molder, c'est-à-dire en fait, c'est la palpation profonde de l'espace. Et dans 30% des cas, il y a une absence complète de signes cliniques.
mais dans 70% des cas, des gens conservent une douleur à la palpation profonde. Alors, il y en a beaucoup qui nous disent, mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas mal, mais là, moi, je ne m'appuie pas sur les orteils. Donc, effectivement, on va chercher loin. Mais c'était quand même plus honnête. Il y a quand même 70% de gens qui gardent une douleur à la palpation, ce qui n'existe pas dans une neurectomie. Il y a d'autres problèmes, mais normalement, il y a plus de 90% qui n'ont plus aucune douleur. Alors, et quand on compare ces résultats aux grandes séries classiques de la littérature chirurgicale, chirurgicale par neurectomie, on voit que grosso modo, on est dans les mêmes zones, c'est-à-dire avec des bons résultats de 80 à 90%. Voilà. Donc, cette étude, pour nous, elle avait un grand intérêt parce que d'abord, on découvrait que la maladie de Morton, et c'est pas une tumeur, bien entendu, ça on le savait, mais qu'elle était évolutive, c'est-à-dire qu'elle était la conséquence d'une compression, et que si on enlève cette compression, eh ben, le nerf va mieux et il se cicatrise. Et c'est pour ça que le but maintenant, c'est de revoir les patients, de refaire des échographies, refaire un examen clinique pour savoir si l'involution du névrome continue et si les gens s'améliorent cliniquement. Parce que si c'est le cas, ben c'est vraiment intéressant. Parce que si on se limite au résultat immédiat, évidemment, quand on enlève un nerf, on a plus mal tout de suite. Mais on peut développer d'autres soucis, l'hypoesthésie et puis des névromes cicatriciels. Quand même, c'est très compliqué à régler, mais il faut savoir attendre. Alors que si on fait une neurolyse, si on est sage, eh bien, on restaure le bon équilibre et tous les nerfs. Voilà. Alors, est-ce que c'est chercher trop loin? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très intéressant. Ok, bon. Donc, on n'a pas d'indication chirurgicale parce qu'en fait, pour l'instant, on n'en sait rien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait rapprocher ça du fait que parfois on voit aussi des névromes chez des gens qui sont asymptomatiques? Et là, finalement, en l'occurrence, il y avait des gens symptomatiques au début qui ont le névrome qui a disparu, mais qui avaient pu garder des symptômes. Oui, c'est-à-dire que là, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais ce sont que des gens symptomatiques bien sûr. Avec un névrome. Et on n'a gardé que les névromes isolés. Ok. Voilà. Ah oui, parce que tu te fais une échographie, tu vas peut-être voir que tu as un Morton. Bon, moi, c'est Jean-Luc Grisard, il y a 10 ans, il a eu très très mal, magnifique Morton. On n'a rien fait, il n'a pas voulu qu'on le touche, ni qu'on infiltre, ni rien. Il fait une petite personne, rien du tout. Et puis un jour, je lui dis, vous faites ton Morton? Il me dit, bah oui, je l'ai oublié. Et puis voilà. Donc en fait, on ne s'occupe bien entendu que des gens qui souffrent beaucoup et qui disent, bah, je n'y arrive plus. Enfin, moi, j'ai vu un médecin généraliste qui me voit, il marche sur les talons, les deux avant-pieds en l'air. Il me dit, je ne peux plus marcher. Voilà. Des gens qui ont eu des semelles, qui ont tout eu, des infiltrations, tout. Alors, on en le perd très peu, on en le perd moins de 10% des gens que l'on voit. Et nous, on en Est-ce que tu as cliniquement les critères qui te poussent à décider de l'intervention chirurgicale? Je n'ai aucun critère scientifique. Mais, pour moi, j'ai envie de dire que je propose actuellement une libération du Morton chez des gens jeunes qui ont des crises paroxystiques. Donc, douloureuses, avec des espaces libres, complètement asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on imagine que, dans certaines circonstances, le nerf vient se coincer sous le ligament, et là, il fait très très mal. Et les femmes le disent, parce que c'est souvent des femmes, elles disent, bah, je conduis, j'avais des collants un peu serrés, j'avais tellement mal qu'elles s'arrêtent au premier parking sur l'autoroute. Là, c'est pas très facile, entouré de camionneurs, de retirer ses collants. Elles retirent les collants, déjà il y a un petit mieux, et puis elles bricolent leurs orteils comme pour débloquer quelque chose. Elles disent, ça y est, ça va mieux, comme si le sang revenait, etc. Alors ça, c'est la douleur hyper classique, mais qui n'est pas aussi fréquente que ça. Et alors là, je pense que c'est l'indication idéale, parce que tu t'imagines bien que des contraintes externes ont fait que tout se coinçait à un moment donné. Si on vient juste couper ce petit ligament, eh bien, ces douleurs paroxystiques, elles vont disparaître.
Et c'est ce que moi je fais actuellement. Mais je n'ai pas de preuves statistiques. Voilà. Mais c'est vraiment la femme qui n'a pas de trouble neurologique déficitaire, qui a un examen strictement normal, mais qui de temps en temps, en chaussures un peu élégantes, en bas de contention, dans la conduite automobile, les femmes VRP là, qui font beaucoup de routes, elles, c'est les plus symptomatiques. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment le truc idéal. Est-ce qu'il y a soit des contre-indications pour cette intervention-là et Eh ben, des effets secondaires qui pourraient je veux dire qu'on propose plus d'énorectomie aux autres. Si tu es très âgé, moi, je crois que faut pas chercher les complications quand même, parce que la cicatrisation est plus longue. Hein. Quand on parle de cicatrisation, je veux dire la cicatrisation interne, hein. C'est-à-dire que l'amélioration est plus longue. Donc, tu fais pas ça à quelqu'un de 80 ans. Voilà. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu en partie. Là, on avait une question. Alors déjà sur les infiltrations et puis donc l'efficacité de long terme. Alors, nous, notre protocole, hein, quand on voit un maladie de Morton, c'est traitement médical, c'est-à-dire on associe un chaussage adapté, des orthèses. Si ça va pas, on passe à l'infiltration sous écho pour infiltrer juste à côté du nerf et pas dans le nerf, parce que si vous infiltrez dans le nerf, là, vous créez des lésions neurologiques importantes. Et puis on se revoit entre 3 et 6 mois. Si quand on a fait tout ça, et puis aussi l'orthoplastie écarteur d'orteil, parce qu'on a remarqué que le fait d'écarter le troisième espace, chez certains, entraînait une amélioration de la symptomatologie. Alors là, j'avoue, j'ai du mal. Est-ce que ça voudrait dire que l'orteil écarté, on va sortir le nerf, il est plus exactement sous le ligament, mais plus en distal? Peut-être. Voilà. Donc, de bonnes chaussures, une semelle, une orthoplastie. Si c'est pas suffisant, on passe à l'infiltration. Et si là, c'est toujours douloureux, ben là, c'est intervention chirurgicale. Si c'est une femme qui a mal épisodiquement au travail, avec des grandes crises paroxystiques, moi, je fais une neurolyse. Si c'est quelqu'un de plus âgé, un homme qui a toujours mal, qui a une hypoesthésie en livre, qui a quasiment mal tous les jours, je me demande si c'est pas ce contingent qui est présent dans les séquelles douloureuses avec des lésions irréversibles du nerf. Voilà. Alors qu'une femme qui a des crises paroxystiques, ça veut dire qu'elle a des phases non douloureuses, et si elle a des phases non douloureuses, c'est que le nerf va bien. Donc il faut le conserver. Et peut-être, alors une dernière question, ce serait en termes de rééducation, donc de remise en charge après l'intervention, et notamment pour les sportifs au niveau de la reprise du sport, sur quoi il faut tabler en termes de délai? Alors, moi j'en vois peu chez les sportifs, et je suis peu enclin à les opérer, ceux-là. Ouais. Parce que ils sont pas sages, parce que ils sont fragiles. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, tu as un mois avec un pansement interdigital. Et comme c'est le fin fond de l'organisme, eh bien, tu as un retard de cicatrisation si tu n'es pas très précautionneux les premiers temps. Donc moi, je leur dis, forcez-vous les 10 premiers jours à être sur le canapé avec Netflix ou un bon bouquin. La jambe bien surélevée pour que la cicatrice se ferme de dedans en dehors. Voilà. Et puis, la neurolyse n'est pas tellement adaptée chez le sportif parce que le résultat, on l'a au bout de plusieurs mois. Et c'est des gens qui ont envie d'aller bien. Donc, c'est plutôt la neurectomie pour eux. Mais couper un nerf chez un sportif, c'est pas les plus fréquents. Okay. Et puis, ce problème ne se pose pas chez le sportif. Voilà. Me semble-t-il. Alors, je vois que Nanodiv confirme que l'orthèse plantaire orthoplastie est très efficace. Ben oui. Alors moi, je l'ai découvert il y a quelques années parce que quelqu'un m'a montré une photo avec une orthoplastie interdigitale. Et je me demandais pourquoi. Il m'a dit parce que mon podologue fait ça et souvent ça soulage. Et je l'ai fait, effectivement. Il y a des gens qui ne vivent qu'avec l'orthoplastie. Bon, en tout cas, on a fait un bon tour de l'avant-pied en général et puis du Morton en particulier. En tout cas, c'était comme d'habitude un grand plaisir de t'écouter, Jean-Yves, très, très pédagogique. On a appris plein de choses. Puis le côté à la fois clinique, à la fois scientifique et puis pluridisciplinaire aussi. Donc, vraiment un grand plaisir. Voilà, et je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je pense que c'était aussi très, très clair. Donc, merci encore d'être venu, Jean-Yves.
Merci à toi. Pour tous ceux qui nous regardent, je vous dis à vendredi pour le live d'Alexandre Douvma, qui sera notre dernier du confinement. Bonne soirée à tous. Salut Clément.